bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. J'ai un ordinateur un peu à plat aujourd'hui, donc je suis avec mon téléphone. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de démarrer les tips aujourd'hui. Je démarre un peu sur les chapeaux rouges. D'habitude, je suis toujours connectée un peu avant, mais là, on y va. Caroline, merci d'être avec nous. Alors, je te dis si tu veux bien. Tu as 42 ans, alors on va faire le perso un petit peu après, mais ça fait 17 ans que tu es directrice d'hôpital. Là, actuellement, tu diriges le centre hospitalier de Dracénie à Draguignan. Mais avant ça, tu as été 10 ans au CHU de Nice en tant que directrice adjointe et tu es notamment occupée de la logistique, des achats, de l'ouverture d'un nouveau site hospitalier. Tu as piloté des pôles de ressources matérielles. Et puis, tu as été les dernières années secrétaire générale du CHU, donc gros boulot. Et puis, quand tu es arrivée avant le CHU de Nice, tu as été directrice des finances au centre hospitalier de la Dracénie, que maintenant tu diriges. Et tu étais aussi directrice en charge de la qualité au centre hospitalier de Meaux, en région parisienne. Donc, gros job. Et là, tu ne t'arrêtes pas là. Tu as des petites appétences professionnelles un peu annexes, ou en tout cas connexes ou complémentaires, puisque tu es dans le syndicat des managers publics de santé. Tu t'occupes d'ailleurs là-bas de tout ce qui est l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que tu vas nous faire un tips sur la place de la femme dans le secteur public hospitalier. Donc, tu vas nous raconter un peu une étude que vous avez faite et que vous avez, si c'est vrai, hein, c'est ça, présentée au Sénat. Tu me dis si je me trompe. C'est quand même pas rien, on a un petit privilège. Et puis alors, à titre personnel, tu as quelques petits points. D'abord, tu as 3 enfants, donc on sait très bien ce que ça représente pour nous d'avoir des enfants et d'avoir un métier prenant. Et ensuite, tu as une façon de faire qui est assez particulière parce que tu es vraiment dans l'écoute et dans le partage. Tu aimes beaucoup les interactions qui viennent de milieux différents et justement qui peuvent être plutôt improbables. Et c'est là que tu peux trouver énormément les ressorts des gens, apprendre à connaître les gens, etc. Et dans ta vie professionnelle, tu n'es pas arrivée dans l'hôpital par hasard puisque tu es la fille dans ta vie personnelle, pardon, la fille d'une soignante. Donc, rien n'arrive par hasard dans la vie. Voilà. Et je rajoute aussi que, accessoirement de tout ça, tu es aussi secrétaire générale de l'Association des directrices et des directeurs d'hôpital. Donc, bien chargé. Et je te remercie d'être là. Nous sommes fiers de t'accueillir et nous allons t'écouter, nous raconter un peu où nous en sommes dans la place de la femme dans le secteur public hospitalier. Merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie de prendre ce moment d'échange avec vous et j'espère après la présentation que nous aurons des interactions pour enrichir et nourrir le diagnostic que nous avons fait au SMPS et que je vais modestement partager avec vous. Donc, à l'occasion du 10e anniversaire de la loi Sauvadet, avec le syndicat des managers publics de santé, nous avons été invités à présenter un état des lieux au Sénat le 24 février 2022 sur la place des femmes dans la fonction publique hospitalière. Donc, étaient invitées les 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et l'objectif, c'était d'arriver à savoir si on avait progressé et ce qu'il restait à faire. Alors nous sommes un syndicat qui représente les managers de santé. Donc nous parlons des cadres de santé, des ingénieurs hospitaliers, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des directeurs qui interviennent dans le milieu social et médico-social et des directeurs d'hôpitaux. Et nous avons récemment créé une section pour les médecins, puisque les médecins sont de plus en plus associés dans la gouvernance et sont aussi des managers. Et on va voir dans les chiffres que je vais vous présenter qu'il y a beaucoup de similitudes en fait concernant la place de la femme sur les fonctions à très haute responsabilité entre ces différentes catégories de personnes. Donc, quand on regarde de très haut et qu'on fait un macro-diagnostic, on voit que parmi les 3 fonctions publiques, la fonction publique hospitalière, c'est la plus féminisée.
il y a environ 1 200 000 professionnels dans la fonction publique hospitalière. C'est à peu près 21% de la fonction publique, des 3 fonctions publiques. Et la répartition des femmes, c'est 78% de femmes chez les hospitaliers, contre 61% dans la territoriale et 55% dans l'État. Et puis, si on regarde plus spécifiquement sur les postes à haute responsabilité, la loi Sauvadet avait introduit des quotas de nomination de femmes dans les 3 fonctions publiques et on se rend compte que la fonction publique hospitalière, c'était la seule à respecter ces quotas tous les ans. Et ils étaient de 20% de primo-nominés femmes entre 2013 et 2014, 30% 2015-2016 et 40% de primo-nominés femmes depuis 2017. Donc, c'était la seule fonction publique à être en adéquation avec les obligations légales. Alors, on pourrait se dire que, on a le palmarès, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque en creusant, et c'est ce que nous avons souhaité faire au syndicat, on se rend compte que la fonction publique hospitalière est aussi concernée par les problématiques d'égalité professionnelle. Ce qui se passe, c'est que déjà, on constate chez nous des disparités salariales en fonction du sexe dans la fonction publique hospitalière, mais aussi entre les fonctions publiques, puisque je vous le disais, la fonction publique hospitalière, c'est la plus féminisée, mais c'est aussi la moins bien rémunérée. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre le fort taux de féminisation de l'hospitalière et les plus faibles rémunérations que nous rencontrons dans cette fonction publique. Par ailleurs, au sein même de la fonction publique hospitalière, le salaire des femmes est inférieur de 21% à celui des hommes. Et si on creuse aussi, on voit qu'à responsabilité équivalente, les femmes sont souvent moins bien rémunérées dans l'hospitalière que les hommes. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment liées au type de métier qui sont occupés par les femmes dans la fonction publique hospitalière, les métiers les mieux rémunérés, que l'on va retrouver notamment dans la filière médicale, mais aussi dans les filières ouvrières et techniques, sont des métiers où on a soit une parité de représentation hommes-femmes, soit une majorité d'hommes. Et dans les filières paramédicales ou administratives, où il y a une majorité de femmes, on a des salaires qui sont souvent moins élevés. On a aussi, à l'intérieur, si on fait un focus sur les A+, donc les fonctions à plus haute responsabilité, des répartitions différentes entre les hommes et les femmes en fonction du prestige, entre guillemets, des postes, puisque chez les directeurs, par exemple, on a une grande majorité de femmes qui occupent des fonctions de direction des soins, 73%, et de directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social. À l'inverse, chez les directeurs d'hôpitaux, et en particulier dans les directions générales de CHU, qui sont considérées comme les fonctions les plus prestigieuses, on retrouve une grande majorité d'hommes qui exercent des fonctions à très haute responsabilité, que sont les emplois fonctionnels, par exemple. On voit dans cette diapo que finalement, plus on va monter dans la hiérarchie, plus il va y avoir une érosion de la présence des femmes. Je pense que je vous apprends rien, c'est juste une illustration. Et même chez les directeurs d'établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, où on a une majorité de femmes, elles sont 65%, bien on ne retrouve que 46% de femmes sur les emplois fonctionnels. Alors, on pense que c'est lié notamment au fait d'un processus de nomination aux plus hautes fonctions
qui implique en grande majorité des hommes. Pour exercer des métiers à très haute responsabilité, des fonctions à très haute responsabilité, vous passez devant tout un panel de personnes qui vont recueillir vos candidatures. Et pour être chef d'établissement, par exemple, ce sont les présidents de commissions médicales d'établissement, les doyens de faculté dans les CHU, les directeurs et directrices d'ARS, et puis les maires des villes qui se prononcent sur le choix des chefs d'établissement. Et en grande majorité, toutes ces fonctions sont occupées par des hommes. Le même phénomène est observé dans l'exercice des responsabilités chez les médecins, puisque on a 70% d'étudiants en médecine qui sont des étudiantes. Mais finalement, quand on va regarder l'occupation par les femmes des fonctions de responsabilité au sein des hôpitaux, on se rend compte qu'elles sont seulement 30% de présidentes de CME, 13% des doyens de faculté. Et quand on regarde aussi le processus de nomination des responsables médicaux, on voit qu'il est là encore principalement organisé par des hommes. Donc, il y a probablement un biais de genre dans la sélection des personnes sur les fonctions à plus haute responsabilité. On a aussi la mobilité géographique qui est souvent requise pour évoluer dans la fonction publique hospitalière et qui s'avère être un frein à l'ascension des femmes, notamment parce que culturellement, les femmes ont traditionnellement plus en charge les fonctions de logistique familiale et d'organisation de la vie privée. Et donc, du coup, la mobilité géographique, elle est quand même une contrainte. Chez les directrices et les directeurs d'hôpital, les hommes sont plus mobiles. Et alors, chez les médecins, cette mobilité géographique, avec notamment l'accession pour être PU, qui est quand même le nec plus ultra dans les carrières médicales, on doit faire un parcours à l'international qui intervient souvent quand on a des enfants en bas âge. Et puis, dernier sujet aussi dont on parle de plus en plus, autour de la place des femmes dans la fonction publique hospitalière, ce sont les violences sexistes et sexuelles qui sont encore insuffisamment traitées. 49% des étudiants et étudiantes en médecine générale ont subi des discriminations en fonction du genre. 39% déclarent avoir été victimes d'agissements sexistes au cours de leurs études. C'est pas nous qui le disons, ce sont les syndicats et les associations représentatives des internes. Et suite à ces chiffres, nous au SMPS, on s'est posé la question de notre responsabilité dans ce phénomène, comment arriver à les déceler et accompagner les victimes, mais aussi on s'est posé la question de savoir si nous-mêmes, en tant que managers de santé, nous étions sujets à ce genre d'agissement. Et donc, nous avons mené une enquête auprès de la population que nous représentons. Et dans cette enquête, on a pu objectiver que entre 30 et 40% des managers de santé s'étaient déclarés avoir déjà fait l'objet de remarques sexistes au cours de leur parcours professionnel et 10% d'agressions sexuelles. Donc tout ceci nous a amené à réfléchir sur un plan d'action et il nous semble important pour que ce plan d'action puisse être efficace, et puis je pourrais en échanger avec vous suite à cette présentation, que sans les conditions de réussite, c'est de pouvoir objectiver les faits, sans état chiffré et précis, à partir de ce qui se passe sur le terrain. On ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe réellement. On le voit dans la fonction publique hospitalière. Moi, j'ai souvent affaire à des remarques qui disent « mais il n'y a pas de problème de la place des femmes à l'hôpital puisque majoritairement vous êtes des femmes ». Donc, on voit bien qu'il faut aller gratter un petit peu et objectiver des situations. Il nous faut aussi un dispositif garanti par l'État
pour pouvoir faire progresser la place de la femme à l'hôpital, mais aussi dans la santé, avec notamment des mécanismes incitatifs comme les quotas ou des systèmes de bonus-malus pour encourager les établissements ou les structures dans leur action pour faire progresser la place des femmes. Et puis, il nous faut aussi faire cause commune entre femmes et hommes. J'en ai peu parlé sur ces diapos parce que ça n'était pas l'objet de l'enquête que nous avons menée dans le cadre des 10 ans de la loi Sauvadet pour le Sénat, mais nous sommes convaincus qu'il faut que nous travaillions aussi sur la place des hommes, sur l'équilibre vie pro, vie perso, et permettre aussi aux hommes d'avoir des conditions de qualité de vie personnelle et d'avoir une place plus importante dans la vie de famille, permettra de faire évoluer la place de la femme au foyer et donc au travail. J'espère avoir été claire. J'avais un petit quart d'heure pour présenter les résultats de notre enquête et je suis pleinement à votre disposition s'il y a des questions et des demandes de précision. Alors, merci beaucoup. J'enlève mes lunettes de vue. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Moi, j'en ai plein, mais je vais laisser la parole aux femmes de santé. Mais sinon, moi, j'ai toute une batterie de questions. Donc, mesdames, vous avez le droit de prendre la parole. Et messieurs, s'il y en a dans la salle, quand vous voulez. Bon, alors moi, j'y vais. Je pose ma première question. Tu t'as présenté des quotas à 40% pour être les primo-nominés à des postes en tant que directeur, je crois, d'hôpitaux. Je suis effarée d'abord parce que c'est depuis 2017, on reste à 40. Pourquoi on ne monte pas? Alors, même si les quotas imposés, c'est de 40, je suppose. Je ne la connais pas bien, cette loi, mais c'est ça. Comment ça se fait que, alors qu'on a 50-50 à peu près dans les diplômes de l'EHESP, c'est à peu près ça, comment ça se fait que ce quota n'ait pas été revu à la hausse pour qu'on ait un 50-50? Et puis, s'il y a un côté un peu pervers, c'est du coup, on demande 40 et on a 40, en fait. C'est un peu terrifiant ce que tu dis. Tout à fait, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a fait remarquer et qu'on défend dans notre syndicat, c'est de dire, on va peut-être pas non plus dans les chiffres intégrer que dans les quotas, si on doit faire des quotas, qu'il y ait une minorité quand même de femmes qui soient intégrées dans les chiffres des quotas. Et donc, une de nos propositions, c'est de dire qu'il faut passer à 50-50 quand en plus les corps sont paritaires de base et qu'il y a en fait une représentation déjà paritaire dans les viviers. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et parallèlement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces quotas de la loi Sauvadet, ils ne s'appliquent pas à tous les postes. Ils vont cibler un certain nombre de postes. Alors, c'est déjà bien. Ce sont des postes prestigieux. Mais il conviendrait de pouvoir les décliner sur l'ensemble des différents postes, tous les postes à responsabilité et autres responsabilités. Et notamment, pourquoi pas, chez les femmes médecins, chefs de pôle, qui sont dans les hôpitaux, qui vont porter des projets aux côtés des directions et des présidents de CME. Pourquoi pas aussi dans les chefs de service. Enfin, voilà, il y a tout un tas de fonctions à haute responsabilité managériale dans la santé qui ne sont pas concernées par ces primo-nominations Sauvadet. Donc, non seulement il faut peut-être qu'on s'aligne sur du 50-50 quand les corps sont paritaires, mais en plus, il faut étendre le dispositif à l'ensemble des fonctions à responsabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets de poser une question. Je me prénomme Virginie, donc je travaille au CHU de Dijon. Merci pour cette démonstration de ce que nous vivons au quotidien, je pense. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez poussé votre analyse en distinguant les contractuels des fonctionnaires pour voir les différences, les disparités éventuelles qu'on pourrait rencontrer? Ce que l'on a vu, c'est concernant les contractuels, il y a plus de précarité en fait chez les femmes que chez les hommes. Donc, on n'a pas fait un comparatif titulaire contractuel, mais ce qu'on a vu, c'est cette plus grande précarité sur des postes en contrat à durée déterminée, sur des temps partiels.
qui concerne majoritairement les femmes. Et ce qu'on aimerait pouvoir pousser, mais qui nécessiterait une logistique pour laquelle, dont on ne dispose pas pour le moment, mais qui va nous éclairer. Plus les établissements vont rentrer dans des plans d'égalité pro, plus on va pouvoir disposer de données objectivées. On aimerait savoir, notamment chez les contractuels, si les rémunérations sont différentes entre les hommes et les femmes. Pour l'instant, on n'a pas accès à ces données. Vous n'avez pas accès à ces données alors que normalement, elles doivent toutes être remontées, ces informations, qu'on soit contractuelles ou titulaires? Non. En fait, il y a beaucoup de postes à gestion locale qui concernent les contractuels. Et donc, tant que tous les établissements n'auront pas fait un diagnostic sur le sujet et que ces données ne seront pas colligées et agrégées à l'échelle nationale, on aura du mal à connaître la situation de l'égalité professionnelle dans les établissements entre contractuels et titulaires. Je ne parle pas que pour les responsables, en fait, et les corps à gestion nationale. Merci. Voilà. Donc moi, je suis docteur Florence Huss, je suis belge en fait. Je suis médecin, je suis chirurgien, je suis directrice médicale d'un établissement ici en Belgique. Alors, il faut savoir que chez nous en Belgique, c'est un peu différent de la France, où vous avez un directeur d'établissement et un président de commission médicale. Ici en Belgique, dans la loi, il existe un poste de directeur médical, c'est-à-dire le chef en gros de tous les médecins, et qui a un poste à côté du directeur général de l'hôpital. Et donc, je voulais vous dire que chez nous, c'est un peu comme chez vous. On est 15% de femmes directrices médicales en Belgique. 85 autres %, c'est des hommes. Il y a, sur les directrices d'établissement, c'est 20% de femmes et 80% d'hommes. Et on est, comme vous, aujourd'hui, avec 68% d'étudiantes dans les facultés de médecine. Moi, j'ai fait, c'est pour ça que je vous ai rejoint il y a à peu près un mois, une conférence sur le plafond de verre dans les soins de santé, parce que je dois bien vous dire que moi, au début, j'étais assez contre les quotas, parce que j'en faisais moi-même les frais, en fait. J'avais l'impression qu'on me demandait de participer à certaines choses à cause de mon genre et pas de mes compétences, donc je le vivais mal à chaque fois. Mais je peux vous dire que si on ne passe pas par des quotas monitorisés, dans 2 siècles, on est passé de 15 à 18% de femmes à la direction des hôpitaux. Donc, je pense, je suis vraiment étonnée qu'il y ait encore autant de déni. Donc, par exemple, pour vous prendre un exemple, nous, on a des syndicats de médecins. Le plus grand syndicat de médecins, il procède à des élections, il renouvelle son bureau et communique sur les réseaux sociaux. Et il y a une photo où il y a 13 hommes, quoi, pas une femme, quoi. Et franchement, donc j'ai pas pu m'empêcher de commenter, mais personne parmi eux ne tique, quoi, se dit il y a un problème dans notre représentation syndicale. Donc je vois bien que la culture masculine, elle est vraiment très très ancrée. Et si on ne passe pas à des solutions un peu plus forcées, la culture, ça va mettre plusieurs siècles, quoi. Merci. Oui, c'est aussi le constat qu'on fait, que nous faisons, et qui nous amène à dire que chiffrer et objectiver, c'est le passage indispensable pour la prise de conscience. Ça permet d'éclairer la petite lumière dans l'esprit de ceux pour qui il n'y a pas de problème. Et finalement, quand on arrive à sortir des chiffres et à en parler et à objectiver les situations, mais tout le monde est d'accord avec le fait qu'il va falloir faire évoluer les choses. Mais si on n'objective pas et si on n'arrive pas à en parler avec des illustrations, la prise de conscience ne se fait pas et on reste dans des idées reçues et des intuitions. Et on a beaucoup de mal à faire évoluer les mentalités. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, moi j'en ai une. Comment ils ont réagi au Sénat? Est-ce qu'ils vont mettre en place des actions concrètes suite à la présentation ou pas? Alors, la répartition du Sénat aussi. Alors, ils ont retenu, en fait, nous, on était entendus pour un bilan.
Et ils ont beaucoup apprécié la présentation. On a partagé le constat qui est à peu près le même dans toutes les fonctions publiques, mais on en est arrivé à la conclusion que là où on pensait peut-être que l'hospitalière était en avance, finalement, on rencontrait les mêmes problèmes que dans les autres fonctions publiques. Et ils ont bien retenu toutes les idées qui sont des idées communes entre les 3 fonctions publiques et qu'ils vont poser et promouvoir dans le cadre de leur commission égalité des chances pour faire avancer l'idée et donner un coup de pouce à l'accession des femmes aux fonctions aux plus hautes responsabilités. Il parle effectivement de diagnostics chiffrés plus approfondis, de bonus-malus, de formation. Aussi de réflexion sur toutes les remarques sexistes et les violences sexuelles dont eux-mêmes font les frais. En fait, ils ont témoigné en disant nous, on sait bien ce que c'est en collectivité et en politique, ce que c'est que les violences et les remarques sexistes et les agressions sexuelles. Clément ? Oui, juste pour compléter sur ce que vient de dire Caroline, puisque on était tous les deux, en fait, on y allait en binôme paritaire au Sénat. Ça nous semblait important. D'ailleurs, on est les seuls à avoir fait ça. Pour dire qu'effectivement, en fait, on a été entendu juste au mois de février, donc c'était juste avant les élections. Donc forcément, là, la période électorale, c'est une période un peu intermédiaire où il se passe pas grand-chose, en fait, où tout le monde attend la suite. Et donc là, c'était vraiment un bilan. C'est en gros, la ministre de la fonction publique, elle est d'ailleurs là et a fait son bilan, en fait, finalement, sur cette là Amélie de Montchalin. Et du coup, en fait, on a bien vu qu'ils ont listé en fait tout ce qui restait à faire. Et donc, l'idée, je pense, c'est aussi d'alimenter les travaux à la fois du futur gouvernement et du Sénat. Comment le Sénat va contribuer aussi dans les futurs travaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, là dans le mandat qui vient. Donc voilà, il n'y a pas eu d'action, de retour immédiat en disant on va se saisir tout de suite du sujet, mais on prend note et on verra pour la suite. D'accord. Ce qu'on retient ici, c'est qu'on est beaucoup à avoir été contre les quotas à un moment avant de réaliser les chiffres et de le vivre au quotidien. Je pense que c'est la majorité des gens fonctionnent comme ça. Moi, la première, mais beaucoup de femmes de santé aussi. Et c'est devenu inévitable. En tout cas, est-ce qu'il y a encore une question ? Alors moi, je vous invite tous et toutes à voir l'étude justement qui a été faite par le syndicat sur les violences qui peuvent avoir lieu dans les hôpitaux et notamment sur le biais genré au niveau de ces violences. Elle est édifiante. C'est ça qui nous a fait, si on était au Québec, je dirais tomber en amour du syndicat. Voilà, et c'est comme ça que nous les avons rencontrés et nous sommes très fiers, nous les femmes de santé, de collaborer avec vous en fait de façon aussi simple que celle-là. Donc merci et bravo pour tout ce que vous faites parce que cette étude était édifiante et je me souviens où j'étais quand je l'ai vue. On était en lien avec l'équipe à distance, on s'appelait en se disant mais c'est pas possible, etc. Enfin voilà, donc merci d'avoir fait cette étude, merci d'avoir fait celle-ci aussi que vous nous présentez. Je suis très très fière et Nora, qui est déléguée nationale du syndicat, je vous cède la parole. Merci. En complément de ce qui a été dit, si vous souhaitez, nous pouvons aussi vous envoyer l'enquête type que l'on a reproduite pour qu'elle puisse être déployée dans les établissements. On peut vous envoyer le Google Form et vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, pour pouvoir établir l'état des lieux nécessaire à la mise en place d'une politique, vous distribuer ce questionnaire aussi. Parfait, on mettra dans la plateforme, hein. On vous l'enverra à tous celles qui sont dans la réunion. Sachez que ce tips est ensuite transformé en visio, qui sont beaucoup regardés après, parce qu'ils sont courts, parce qu'ils sont utiles. Caroline? Juste une précision, si les femmes de santé sont intéressées, on peut tout à fait présenter les résultats de l'étude sur le harcèlement sexuel et les violences sexistes à l'hôpital. Je sais que la collègue qui a travaillé sur ce sujet est une femme de santé
et qu'elle serait ravie de vous présenter cette étude. Oui, ça serait bien. On en avait parlé, et oui, avec grand plaisir. Écoutez, je vous remercie tous beaucoup. Nora, vous avez encore la main levée, mais je pense que c'est une main non enlevée. Oui, Okay. je l'enlève. Merci à tous et toutes de vous être loqués. Je suis un quart belge, donc je salue la Belgique. Voilà. Et puis, merci beaucoup à tous et toutes de vous être logués. Et puis, rendez-vous environ dans 3 semaines, tous les 3 semaines. C'est un petit tips, trucs et astuces, ou pour s'endormir un peu plus, ça chante le soir que le matin. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.